Il est 19h en ce samedi de juin. Mes convives attendent patiemment dans le hall du Grand Hôtel pour participer à la cérémonie de clôture et au dîner du palmarès du Festival du film romantique. Ces dames se sont parées de leurs plus belles tenues. Ces messieurs ont revêtu leur smoking. Dans quelques minutes, ils arpenteront le tapis rouge qui sépare le Grand Hôtel du casino. Comme chaque année, les festivaliers attendent fidèlement les invités, sous les ultimes et timides rayons de soleil de cette fin d'après-midi. Cela fait 32 éditions qu'à la veille de chaque été, je suis ainsi sous le feu des projecteurs. Pourtant, il y a un peu plus d'un siècle, j'étais loin d'être la capitale mondiale du romantisme. Je n'étais alors qu'une modeste bourgade de pêcheurs et de dentelières qui tournait le dos à la mer. Au fait, je me suis pas présentée. Je m'appelle Cabourg. « 1854, c'est une date importante parce que deux personnages parisiens, messieurs Collin et Durand-Morimbaud, sont à la recherche d'un lieu pour édifier une station balnéaire. Les bains de mer sont devenus à la mode. Trouville est occupé, Deauville n'existe pas, Villers est en devenir, Houlgate commence et il tombe, après un périple assez long sur la côte, dans un lieu qui est complètement sauvage, où il y a des dunes, des marais, des lapins, des canards, une mauvaise route, un vieux village avec des toits de chaume. Il y a des pêcheurs, majoritairement des femmes d'ailleurs, qui vont faire la marée, quelques dentelières. Les deux promoteurs constituent une société thermale qui rachète les dunes bordant la mer. Ils entreprennent avec l'architecte Paul Leroux de redessiner mes contours. Je vais devenir une station balnéaire, Cabourg-les-Bains. Au départ, on trace un plan, des rues, on trace une grande place centrale sur laquelle on plante un casino en 3 jours et on fait venir pour l'inauguration des Parisiens qui ne trouvent pas de chambre. Des affiches publicitaires vantent mes charmes. La mer à moins de 5 heures de Paris. Un premier casino en bois est construit dès 1854, tandis qu'un hôtel est érigé 7 ans plus tard devant la mer. L'arrivée du chemin de fer va heureusement me rendre plus accessible. Le décor hétéroclite de la ville date de 1862, il me semble. Cette architecture un peu différente, elle vient, je pense, du fait qu'on a eu quand même la chance d'avoir pas mal d'artistes qui sont venus et à Cabourg et dans les environs. Et à mon avis, il y avait quand même pas mal d'huluberlus. Et du coup, ça crée comme ça des styles un peu disparates, parce que à qui mieux essayer de faire la plus belle maison ou la maison la plus insolite possible. Il faut attendre pratiquement les années 1865 pour que le premier grand hôtel naisse, et non pas sur la place où nous sommes, mais sur la dune. Et là, d'un seul coup, le fait de le construire sur la dune va donner à Cabourg une image très particulière. À l'époque, le beau était quand même important.
Et effectivement, on n'a pas loin de la terre argileuse et les épis de fêtage, comme on peut voir un peu partout sur les toits, c'est vraiment typique de ce secteur de la Normandie. Les villégiateurs qui viennent construire à Cabourg sont des gens qui sont quand même aisés. Donc ça va être d'abord des banquiers, des notaires, des avocats. Il y a un spectacle tous les soirs. Opéra, opérette, on a un divertissement quotidien qui fait qu'on a une vie, entre guillemets, imitée d'une vie parisienne active. En 1887, on me parle d'une digue où il fait bon se promener. En plus, elle permet de protéger le littoral. Avec ses 3,4 km, c'est aujourd'hui la plus longue promenade piétonne d'Europe. Le décor de fond, c'est la mer, une sorte de toile de fond, et d'ailleurs Proust l'a bien raconté, qui change tout le temps. On a un espèce de lieu de scène qui est la digue, où les acteurs se présentent. Et puis ensuite, vous avez cet amphithéâtre où sont les spectateurs. Durant la Belle Époque, de la fin du 19e au début du 20e siècle, je deviens le lieu de villégiature favori de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Parmi mes estivants, on compte des directeurs de théâtre, des journalistes, des hommes politiques. Le président de la République, Raymond Poincaré lui-même, acquiert une villa. Je suis incontestablement la reine des plages de la Côte Fleurie. Une grande partie des gens qui vont acheter des terrains ici et faire construire sont des notoriétés du domaine des arts, des journaux, de la littérature. Il y avait un grand hôtel avant le grand hôtel de Cabourg actuel. Il s'appelait le Grand Hôtel de la Plage. Il a été entièrement détruit en 1906 car il n'avait plus du tout les commodités suffisantes pour l'époque. Il n'avait pas de chauffage, il n'avait pas de toilettes, il n'avait pas d'électricité. Donc il fallait quelque chose, un vrai palace. On m'offre donc un véritable joyau que l'on installe en lieu et place de l'ancien hôtel. Cet ornement va m'attirer les faveurs du plus fameux de mes amants. Marcel Proust a connu le Grand Hôtel de la Plage avec sa grand-mère auparavant. Par contre, il hésitait à y retourner justement du fait du manque de commodité. Et quand il a vu dans le Figaro l'inauguration du Grand Hôtel de Cabourg le 7 juillet 1907, et tout de suite, il a eu évidemment l'envie d'y retourner et de vivre l'expérience. Moi, je ne connaissais de Cabourg que ce que le narrateur de La Recherche du temps perdu pouvait dire de Balbec. Or, lui-même, quand il parle de Balbec, il explique qu'en arrivant à Balbec, il est déçu par l'église, par la place du village, par le grand hôtel même. Il est déçu. Il est déçu parce que ces objets-là existent et qu'en existant, ils amputent son rêve. Bonjour monsieur, alors quels sont vos prix? Je ne suis pas bien, je crois que nous allons être obligés de rentrer à Paris. Eh ben moi je sors faire quelques emplettes. C'est un titan asthmatique
qui a été hébergé dans les murs de cet hôtel magnifique. C'est un titan souffreteux, c'est un géant chétif, et c'est un homme qui... enfin, les plus belles pages, à mon avis, de la littérature française ont été composées, sinon à Cabourg, du moins à partir de Cabourg. Il louait les chambres du dessus, les chambres du dessous, parce qu'il avait les moyens. Il s'installait là-bas, il s'assurait qu'il y avait un silence non pas un silence de mort, mais un silence de vie. Et il regardait la mer et il prenait ses drogues et il se mettait au travail. Marcel! Salut. T'aurais pas un petit truc à moi qui traîne dans la poche de ta veste, toi? Proust est le premier à me mettre en image, même s'il me renomme Balbec, dans À la recherche du temps perdu. En 1904, il aurait lui-même été filmé sur le vif à Paris par un cinéaste amateur. Mais quelques années plus tard, c'est bien chez moi qu'il assiste à sa première projection du cinématographe. La mémoire du monde a commencé en 1895. Avant le cinéma, on racontait un peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas S'il y avait des images de Jeanne d'Arc sur le bûcher et de Jésus sur la croix, on dirait moins de conneries, quoi. Voilà. Donc on dit du cinéma que c'est le 7e art. Il est devenu le premier des arts, puisqu'il a récupéré tous les autres arts. Il peut filmer, il est devenu copain avec la littérature, avec la peinture, avec la musique. Il a réussi à les mettre en valeur. Enfin, Proust, il en parle du cinéma, il parle du cinématographe, mais il ne le considère en aucun cas comparable à ce que l'écriture peut avoir comme pouvoir de révélation, quoi. Mais Proust, c'est pas quelqu'un tourné vers le passé, et il est, hélas, je trouve, trop souvent raccroché et déformé et réduit à la nostalgie. C'est pas ça du tout. Proust, l'ombre de Proust tutélaire sur cette ville. C'est une ville typique des stations balnéaires de la fin du siècle dernier. Cabourg suscite plein de visions, ça stimule l'imagination. On voit tout de suite une plage romantique, le sable. Ici, le paysage est d'une certaine façon à la mesure de Proust, c'est-à-dire immense. Et on peut à peine le mesurer du regard, comme à chaque fois qu'on pose son regard sur l'horizon avec la mer infinie, un peu comme l'horizon de nos vies. Je retournais près de la fenêtre, jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux. Et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leur pente, auquel le soleil ajoutait un sourire sans visage. Quand le narrateur décrit l'océan, il parle des montagnes bleues de la mer.
Or, quand on regarde l'horizon, depuis le Grand Hôtel, ou depuis le bord de mer de Cabourg, on ne voit pas de montagne, il n'y a pas de montagne. Et je pense qu'il est allé chercher des montagnes en allant là-bas. Il y avait de cela aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement chez lui le souci de recouvrer la santé, il y avait aussi le souci de se gaver de beauté. Il y a un génie descriptif, et puis c'est un auteur drôle. Ça m'a beaucoup fait rire. La description du salon de Madame Verdurin et de Madame Verdurin étant au bord du total évanouissement à l'idée d'entendre 3 notes de musique, je trouvais que c'était quand même le comble du drôle. Il est d'une drôlerie extrême. On est toujours dans la recherche du temps perdu, au-dessus du niveau du rire. Par exemple, quand il décrit un jeune chasseur, portier du Grand Hôtel, qui a une façon magnifique d'enlever sa casquette quand il salue le client. Proust décrit ça avec une méticulosité délicieuse, c'est divin, avant d'ajouter, évidemment, la seule chose qu'il savait faire dans la vie, c'était retirer sa casquette de cette façon-là et la remettre. Il est pince sans rire, il est presque anglais dans son humour et dans sa façon de décrire les gens. Il y a une certaine intemporalité dans ce que Proust a décrit, parfois d'une manière un peu assassine même pour Cabourg. Quand il parle de l'aquarium, c'est la salle à manger du Grand Hôtel, je me suis prise à me dire que serait-il aujourd'hui, il ferait exactement la même description. Certains jours où les gens à l'intérieur et à l'extérieur s'observent les uns les autres et on ne sait plus exactement qui observe qui. À travers la description qu'en faisait Marcel Proust dans ses ouvrages, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, où il décrivait beaucoup les personnages, les rencontres qu'il avait. Il interviewait pas interviewé, mais il a interrogé souvent le personnel de l'hôtel. Il était à l'affût de toutes les anecdotes, notamment avec le liftier, il parlait beaucoup, avec le personnel des étages, avec les maîtres d'hôtel. On dit même qu'il les payait assez largement, il leur donnait des pourboires pour pouvoir justement avoir plein d'histoires pour alimenter ses œuvres. Il n'alimente pas son œuvre en cancan quand il se sert de la vie du Grand Hôtel, du petit personnel, des liftiers, etc., etc. Il leur accorde la même importance qu'il l'accorderait à la métaphysique de Plotin. Il est allé faire sa provision, comme on va au supermarché, sa provision d'éléments du réel avec lesquels il a fait son alchimie et il en a tiré l'or du livre. Brutalement, chez moi comme partout ailleurs, la guerre de 14 va mettre fin aux années folles et à ces fêtes insouciantes. La guerre éclate en août 1914 alors que la saison est commencée. Mais il est évident que l'appel des militaires fait qu'une partie des gens qui séjournent, en particulier des jeunes qui sont appelés, vont se précipiter dans les trains pour remonter sur Paris. Assez curieusement, c'est la date que choisit Proust pour venir. Mes hôtels restent ouverts et fonctionnels, mais il n'y a plus de bal ni de jeux au casino. Les chemins de fer sont réquisitionnés. Les déplacements deviennent difficiles et incertains pour les voyageurs. Les touristes se font rares. Mon grand hôtel est même transformé en hôpital, dépôt de convalescents. Donc il y aura 2 hôpitaux entre le casino et le Grand Hôtel. Les soldats qui arrivent ici sont en fait atteints de plusieurs choses. Il y en a qui sont simplement traumatisés par la guerre et donc il y a des psychiatres ou des gens spécialisés au niveau psychiatrique ou psychologique pour les remettre entre guillemets d'aplomb. Entre les 2 guerres, je vais heureusement retrouver ma vie d'avant. On dit que ce sont les années folles. Je me mets au sport et je refais la fête.
j'accueille de nouveaux hôtels. Mais la crise de 29 va de nouveau couper l'envie de venir s'amuser chez moi. Et les congés payés accordés quelque temps après par le gouvernement de Front Populaire n'y pourront rien. Le troisième épisode, si l'on peut dire, de ce milieu du XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale, qui a des effets à partir de 1940. Les villas sont réquisitionnées. Il est interdit de circuler vers la côte sans autorisation spéciale. Nous sommes dans une zone interdite, protégée par les autorités allemandes. Ensuite, quand la menace du débarquement va se faire sentir, Cabourg va faire partie, comme le reste des côtes de la Manche et de l'Atlantique, du mur de l'Atlantique. En 1944, au moment du débarquement, même mes plus fidèles admirateurs ont déserté. Monsieur Sampé, 85 ans d'histoire de naissance en France. Avec tous mes hommages, Monsieur Sampé. Le père du petit Nicolas, de Raoul Taburin et Benoît Poulvorde. Quand il est toujours là, il traîne avec sa vieille caméra. Ah, regardez, j'ai eu la mauvaise idée de mettre un jour un costume blanc. Je ne fais jamais ça. Moi quand même. Monsieur Sampé, l'auteur du petit Nicolas. J'avais dit Vincent Lacoste, vous l'avez vu passer, Vincent Lacoste? C'est lui qui va gagner le prix. Après la guerre, en 1947, André Thiers, maître de requête au Conseil d'État, est élu maire et m'aide à me reconstruire. Grâce à lui, je rachète le Grand Hôtel, le Casino et le Golfe du Haume. En 1956, il me présente Bruno Cocatrix, le directeur du célèbre Olympia. Et là, c'est le coup de foudre. Le deuxième personnage central de Cabourg, après Marcel Proust, c'est évidemment Bruno Cocatrix. Je crois même savoir que Cabourg s'appelait à ce moment-là plage numéro 1. Et comme Europe venait installer ses quartiers d'été avec les radiocrochets, etc., Europe doit son nom, Europe 1, à la plage numéro 1 qui était Cabourg. Donc, Monsieur Cocatrix était un homme d'entertainment, on dirait aujourd'hui. Musical, chansons, le cinéma n'est pas très loin. Dans un premier temps, il vient dans les années 50 pour réanimer, si l'on peut dire, Cabourg, et il crée quelque chose qui s'appelle la Calypsothèque, dans laquelle il fait venir un certain nombre d'artistes importants, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, etc. C'est monsieur Cocatrix qui a été, à l'époque il n'était pas encore maire, hein, qui a tenu le Casino, mais je ne pourrais pas vous dire des dates exactes, 2 ans je pense. Et après il est devenu maire. Et quand il est devenu maire, monsieur Cocatrix, toutes les avant-premières de l'Olympia se faisaient à Cabourg. Il avait inventé Cabourg, la plage des fleurs, la plage numéro 1. Et on mettait sur les pare-chocs à l'époque, c'était un morceau de carton fluorescent de toutes les couleurs, et on mettait comme des agrafes qu'on mettait sous le pare-choc, et ça devenait une publicité. On mettait devant la plaque minéralogique, entre parenthèses, hein, ça devenait une publicité pour Cabourg qui était extraordinaire. À l'invitation de mon Bruno, le showbiz débarque sur mes côtes. Et ça plaît et ça attire du monde. Il a
3 fois dans sa vie de la Normandie, une fois dans son enfance, une fois à Cabourg, mais là, il a eu un amour déçu. Et puis la 3e fois qui a été la mairie de Cabourg, qui était un amour comblé et qui a duré tout le reste de sa vie. Les artistes qui passent à l'Olympia, en fait, sont assez liés à Cocatrix pour venir l'été faire un tour de chant dans un lieu quand même relativement perdu, qui est Cabourg. D'où le succès immédiat de ce lieu et dans la mémoire des Cabourgeais qui ont vécu cette époque, c'était une grande époque parce que c'était le music hall à portée de la main et des grands noms du music hall. Tout petit, je me rappelle avoir vu Eddie Constantine. C'était un monsieur qui était extraordinaire. J'avais une dizaine d'années quand ça s'est passé. Donc j'ai vu, comment ça s'appelle, Edith Piaf, je pense, oui, qui avait chanté la Marseillaise sur les balcons du Grand Hôtel. Je me rappelle, c'était rempli de tractions, des voitures comme ça, c'était l'après-guerre. Hein. Alors ça, c'était l'été que tout se passait. Cabourg a fait la plus belle fête des fleurs de France. C'était extraordinaire. Bruno Cocatrix avait fait venir un buste qui était déposé sur le comptoir du Grand Hôtel. Le buste d'un homme un peu chétif, avec une moustache, etc., que tous les touristes du monde prenaient pour Proust et qui était un brave notable normand. Alors on ne mettait pas l'indication, on ne disait pas que c'était Proust, on laissait les gens le penser. Et donc il y a eu comme ça des tas de gens qui ont fait leur premier selfie avec un faux buste de Proust. Je trouve, si cette histoire est vraie, parce que c'est la légende qui veut ça, mais si cette histoire est vraie, je la trouve délicieuse. Entre Bruno Cocatrix et moi, c'est une histoire d'amour passionnelle. Mais bon, tellement passionnelle qu'il en fait peut-être un peu trop. Les promoteurs se bousculent dans son bureau. On construit des résidences secondaires en bord de mer. Mais cette fois-ci, les Cabourgeais s'insurgent de peur de me voir défigurer. La France défigurée à Cabourg, pourquoi pas? Ce ne sera guère que la 452e commune visitée par l'émission. Pour le pire ou pour le meilleur. Et pourtant, beaucoup d'encre a déjà coulé. Sans vouloir connaître les raisons de l'émission, et naturellement sans l'avoir vue, le maire de Cabourg déclenche sur le principe même de la venue de journalistes dans sa ville, une campagne et un procès d'intention. Une partie de l'œuvre de Cocatrix a été très critiquée. Parce qu'effectivement, il a multiplié à une époque où les vacances étaient devenues beaucoup plus populaires, les immeubles, dont certains sont aujourd'hui paraissent vraiment pas des verrues, mais disons des choses pas très belles dans Cabourg. Et on a pu lui reprocher, peut-être à juste titre, d'avoir construit un peu tout et n'importe quoi. Mais moi, l'image que je garde de lui, c'est celle d'un homme qui m'a profondément aimée. Un homme qui voulait me sublimer, alors que j'étais confrontée à la concurrence et à la notoriété de mes prestigieuses voisines, Deauville, Trouville et Honfleur. Voilà, et du coup, toutes les deux ici, voilà, pour moi, de là. Les deux en bas. En haut à gauche, en haut à gauche, à gauche. Voilà, toutes les deux ici. Au milieu, s'il vous plaît. Depuis le début des années 80, les artistes reviennent, et notamment lors de la création du Festival du film romantique, inspiré d'un événement littéraire imaginé ici un peu plus tôt par Gonzague Saint-Brice. Depuis son enfance, le journaliste et écrivain, qui venait me voir avec sa grand-mère tout comme Proust, m'est profondément attaché. Jusqu'à sa récente disparition, il confiait se baigner dans mes eaux par tous les temps. Un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres, c'est quelqu'un qui est au-dessous des autres, qui les comprend mieux qu'eux-mêmes. Et au fond, un écrivain, pourquoi est-ce qu'un écrivain n'est vraiment bon que quand il parle de lui?
Et plus il parle de lui, plus il parle des autres. Pourquoi est-ce qu'un type comme Proust, qui raconte des histoires de mondanité et d'orchidées à la boutonnière, passionne les Japonais qui n'en ont rien à foutre des orchidées à boutonnière? Pourquoi? Parce qu'il parle de lui, il parle du tréfonds de son âme et qu'il atteint l'universel. Il est parti presque comme un personnage de roman. Il n'a jamais manqué un festival, il est toujours venu. J'aimerais voir quelqu'un là descendre, ça serait magique, avec un peignoir blanc et se jeter dans l'eau. Il se jetait dans l'eau comme dans la vie. Dans les années 70, j'avais lancé le mouvement du nouveau romantisme. Les révolutions ratées font les romantismes réussis. Nous étions cette génération qui avait 20 ans en mai 68. Mai 68 nous a fait, mai 48 a fait Musset. Le festival est né un soir, vers minuit, en tout cas l'idée du festival est née à Europe 1. On devait être en 81, 82, je ne sais plus. Et Gonzague Saint-Brice avait établi ses quartiers à Cabourg pour créer un événement littéraire qui s'appelait les Journées romantiques. Donc j'ai eu l'idée de lancer cette idée du nouveau romantisme avec des gens de ma génération, avec 4 garçons dans le vent, Frédéric Mitterrand, Brice Lalonde, Patrick Poivre d'Arvor et votre serviteur. Le maire de Cabourg de l'époque, M. Moll, qui avait succédé à M. Cocatrix, voulait quelque de moins littéraire, de plus glamour. Déjà, Deauville battait son plein, Cannes bien entendu, et il voulait à Cabourg un festival de cinéma. Mais je crois que cette année, il y a un programme alléchant. Oui, eh bien, nous allons faire l'ouverture du festival avec Maria Chapdelaine, qui est un film de Gilles Carle où tourne principalement Carole Laure. Gonzague Saint-Brice, cette année, il y aura également un colloque littéraire que vous allez animer. Oui, il y a 10 écrivains qui vont venir pour parler d'un sujet un peu original et un peu provoquant. D'habitude, on dit toujours, est-ce que l'adaptation d'un livre au cinéma est réussie? Et là, on dira pas du tout, on parlera de quelque chose de tout à fait contraire, on dira, est-ce qu'un film, une image cinématographique peut produire la création littéraire? Ici, à Cabourg, vous êtes dans la cité balnéaire qui produit le plus d'images. Vous avez eu comme écrivain Marcel Proust, qui est le plus grand producteur d'images. Pourquoi ne pas suivre la plage de la nostalgie pour aller dans un nouveau festival du film romantique vers le futur des images? Donc le rapport entre le cinéma, Proust et Cabourg, pour moi, il est vraiment évident. À travers la métaphore de la Madeleine, c'est le premier, je pense, à avoir pu verbaliser et écrire ce que nous ressentons tous, c'est-à-dire l'éternité en un instant. Chaque lecteur est, dans ce livre, le lecteur de lui-même. Pour des raisons très étranges, alors que le narrateur dit « je » et semble prendre toute la place, est en réalité le livre le plus accueillant du monde, et celui qui fait le plus, alors qu'il est hyper précis dans ses descriptions, c'est celui qui fait le plus de place à l'imagination du lecteur. Enfin bon, à des multiples instants, il prouve qu'en un instant, et on a tous ressenti cela une fois, tout un pan de votre vie, des milliers de souvenirs qui ont pris des centaines de jours pour s'ancrer chez vous, reviennent en un instant, en une seconde. Et finalement, c'est ça l'éternité. Oui, mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas le dépasser, ça, à un moment donné?
Est-ce que toi... justement, on va le dépasser. On va parler de C'est une ville stigmatisée quand même, très stigmatisée, Proust. En même temps, le type, il a beaucoup évoqué cette ville. Enfin, cette ville lui a évoqué beaucoup de choses. Pour des madeleines, en plus, qui sont pas ouf. Pas ouf. Moi, j'ai goûté la madeleine légèrement trop cuite. Hein. Je te jure. Hein. Allons-y, bonjour. Et là, par contre, elle est comme ça. Pour le film. Ah, merci beaucoup. Vous avez un stylo. Oui, je suis pas à la bonne page, tant pis, je vais pas vous faire attendre plus. Sur l'hôtel La Closerie. Oui, bon. Je lui mets un 3 étoiles. Excellente interprétation. Hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, Bonjour. Pardon. Non. Dernière. Pour Vincent, s'il vous plaît, parce que comme... Putain, comme moi, je m'appelle Vincent. Oui. Toi aussi? Ouais, Vincent. Putain, mais ça nous fait 3 Vincent et ma mère s'appelle Vincent aussi. Mais ça nous fait 4 Vincent. Mais oui, Vincent. Mes amitiés à ta maman. Oh, c'est fou, je crois qu'au bout de 5 Vincent, ça s'annule. Au revoir. Bonsoir, on est 4. L'orchestre. Je propose qu'on fasse en 2 vagues. On va faire en deux parties. Et après, je vais faire déjà. Voilà, regardez-nous. Voilà. Légèrement, voilà, sur la gauche. Voilà, juste là, s'il vous plaît, au milieu. Regardez au milieu. Quand vous avez fini, on va l'entendre. Revenez vers nous, c'est ça. One by one. C'est vrai que quand on arrive à Cabourg, on nous dit c'est Proust. Moi, j'ai pas beaucoup lu Proust, pour être honnête. Donc, du coup, quand on me dit que c'est Proust, je pense à la Madeleine. Donc, peut-être que c'est à cause de cette Madeleine de Proust que quand j'arrive ici, je me sens bien parce qu'on en a toute une. L'odeur des lavandes, le son des cigales, l'odeur de la plage, l'odeur de la mer, l'odeur du monoeil. Je crois que ça me renvoie justement à cette idée des grandes vacances. Les grandes vacances à la mer, c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de sacré. J'en profitais, j'étais vraiment de ceux qui restaient du matin au soir jusqu'au coucher du soleil. Très très tôt le matin, l'odeur du café. Ma mère ne peut pas partir de la maison sans avoir bu son café. Et c'est une odeur qui me rassure vachement. Et c'est très étrange puisque je ne bois pas de café. Mais l'odeur me rassure, j'adore cette odeur-là. C'était comme mon premier réveil en fait. C'était le réveil des sens et puis après j'attendais évidemment qu'elle vienne me réveiller puisqu'il ne faut pas non plus charrier. Aller à l'école, c'était pas une priorité donc... Je me souviens des pistilles, des fleurs violettes de l'arbre jacaranda. Je ne sais pas si on dit ça en français, si ça existe, si c'est le même nom. C'est le El Jacaranda en Argentine. Je me souviens, j'étais petit et avec mes voisins, mes amis d'enfance, on adorait déguster et sucer les pistilles qui étaient très sucrées avec un goût très particulier. Alors que c'était pas de la bouffe, c'était pas une nourriture, mais voilà, on osait aller tester les saveurs des fleurs de notre quartier. L'odeur de la pâte des tartes, mais pas encore cuite, donc quelque chose d'un peu frais, qu'on piquait en douce. Ce qui fait qu'on était souvent très malades. J'en mangeais des tonnes, je prenais tous les rebords, vous savez, des tartes, les chutes de tartes, là, de pâte à tarte. Alors ça, c'est la vraie Madeleine. Ouais. Peut-être aussi l'odeur des cafés, quand on passe à côté des cafés, des boulangeries, ce mélange de café avec, avec le croissant. Et la... Enfin voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Hein, ça sent un petit peu sucré. Je sais pas, je pense que la chanson en elle-même, c'est ce que vous appelez une Madeleine de Proust. C'est le véhicule de ça, comme un parfum. C'est quelque chose qui est tellement associé à des émotions, à des souvenirs, mais il ne faut pas chercher à en parler de ça ou à le provoquer. Ça se fait naturellement parce qu'on vit des choses sur des bandes-sons ou sur des odeurs et qu'ensuite elles reviennent comme ça, elles traversent le temps dans des fulgurances 20 ans ou 30 ans après. Restituer le temps qui passe, pour moi, c'est très complexe parce que c'est déjà un problème inhérent à ma vie personnelle. Le temps qui passe, c'est probablement mon angoisse première. Les choses qui disparaissent. Mais évidemment, il y a des choses qui arrivent aussi et qui naissent. Donc du coup, je trouve ça très abstrait. Et le cinéma, pour moi, ça permet de... C'est une sorte de taxidermie du moment. Et ça me rassure énormément.
Ma plage, mon grand hôtel, autant de décors de cinéma, autant de variations sur le même thème. Je t'aime. Shabadabadabadabadabada. Il n'y a rien de plus formidable que de filmer un cliché, à condition de le renouveler et de le réinventer. Moi, j'ai pas peur et j'ai pas honte de faire des histoires d'amour. Car malgré toutes celles que j'ai racontées, je sais que tout reste à faire. Tout reste à faire pour donner aux gens d'avoir le goût de l'aventure. Il faut avoir le goût de l'aventure pour se lancer. Il faut être courageux aujourd'hui pour se lancer dans une histoire d'amour. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé en 50 ans. Le romantisme, c'est pas fleur bleue. Le romantisme, c'est une génération. Le romantisme, c'est on parle de soi, on ramène les choses à soi et ça fait mal. Et c'est évidemment tous les films qui sont axés autour de l'amour. L'amour est l'axe principal des films, mais l'amour dans tout ce qu'il a de complexe, de multiple, de douloureux aussi. L'amour-passion, l'amour fusionnel, le désespoir, le rapport à... Oui, le rapport à soi, le rapport à la nature. Il y a une forme de mélancolie aussi dans le romantisme. Voici venir les temps, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore, ainsi qu'un encensoir, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Valse mélancolique et langoureux vertige. C'est assez romantique. C'est Baudelaire. Harmonie du soir. Le poème que j'aime bien, la phrase, c'est « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant ». Ça, je trouve ça très beau, c'est Apollinaire. Très, très beau poème. Très beau poème. Nous nous sommes rencontrés ici à Cabourg il y a 12 ans environ. Et donc il faut figer les événements. Moi je voyais un ou deux couples chaque année acheter un banc, marquer leur amour d'un banc, le graver. Et nous on s'est posés il y a 12 ans ici comme des mouettes rieuses qui aiment l'amour. Et nous nous sommes aimés ici. Et même si on aime se promener dans tout le Calvados, le Pays d'Auge, Cabourg est magique. Cabourg a quelque chose d'indéfinissable, comme l'amour probablement. Cabourg est il y a un paysage magnifique, on peut se promener tranquillement et penser à autre chose, profiter du paysage, de la mer, tout simplement se balader le dimanche. Oui, c'est complètement emblématique de l'image qu'on peut avoir du couple, de la balade. On s'aime à Cabourg. Tout à fait. En plus, comme il fait froid, on est obligé de se coller l'un à l'autre. Et aujourd'hui, romantisme, ça fait appel à ce côté qui peut être aussi parfois gnangnan, du film gnangnan. C'est pour ça qu'on est un petit peu perdu dans ce terme-là, parce qu'il fait référence à des choses profondes et fortes. Et pour moi, si on pouvait réinventer la chose, ce serait celui des mouvements du cœur, parce que c'est celui qui nous fait traverser nécessairement à travers notre corps pour atteindre à cet être qui est en nous, mais qu'on n'a pas encore découvert. Et ces sentiments-là, ces émotions, ces sensations, elles nous permettent d'une vraie connaissance de nous. C'est comme ça. Depuis toujours, les gens m'aiment et s'aiment à Cabourg. Dans la vie, au cinéma et en chanson. D'ailleurs, chaque année, quelques jours après le festival du cinéma romantique, un autre événement accueille chez moi les cœurs épris. Et ce sont les jeunes qui s'y retrouvent en nombre.
Cabourg depuis l'âge de 6-7 ans, depuis petit, pour les vacances, les week-ends. Je venais dans les dunes me balader, promener mon chien. L'idée de créer ce festival est arrivée en 2011, avec simplement la volonté de faire des DJ sets sur la plage l'après-midi. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des discussions, le projet a mûri et a grandi jusqu'à ce format de festival sur 3 jours, avec 2 scènes qui jouent en alternance sur la plage de Cap Cabourg. J'adore ce festival et j'adore l'ambiance romantique qu'il y a dans le festival. Et je sais que j'étais déjà l'année dernière et je l'avais déjà vu et je le revois aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui se passe avec la programmation et le lieu, en fait, le fait qu'on soit sur une plage en Normandie et que le ciel il change de couleur plein de fois, qu'il devienne rose, qu'il devienne orange, que ça change constamment, que la lumière soit toujours en train de changer, qu'on ait les pieds dans le sable. Il y a quelque chose de fort, de presque amoureux, de romantique qui se passe. Et les gens, ils sont en amour avec le lieu, avec les artistes et tout. J'adore. Cabourg, c'est un petit peu désuet, mais désuet très agréable. Il y a quand même une plage magnifique. Il y a un côté grand siècle un peu. Et ce qui fait le charme de Cabourg et qu'on sait qu'on y est, c'est vraiment le fait de débarquer dans la ville, de retrouver les copains cabourgeais. Et puis cet état d'esprit, ça va du petit bar chez Guillou en centre-ville, au festival du film romantique au mois de juin, à Cabourg Mon Amour ensuite. Voilà, c'est tout un tas d'événements, de fil conducteurs tout au long de l'année qui fait le charme de la ville, je pense, et qui nous fait revenir tout le temps. On rentre dans ce bar comme si on était rentré il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. J'ai des gens qui viennent, qui ne sont pas venus depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Les gens m'ont dit, on s'est rencontrés ici avec ma femme, on rentre, on a l'impression d'être venus il y a 15 jours ou il y a une semaine. C'est ça qui est sympa dans ce bar, c'est qu'il n'y a rien n'a changé, c'est toujours la même déco, les mêmes tables en formica des années 50, le même bar en tonneau qui a été construit par des amis de M. Guillou. Le même papier peint qui n'a pas changé depuis 1957, les poutres au plafond, les rideaux, voilà, le parquet qui est toujours le même. Voilà, tout est resté dans son jus depuis 1957. On ne sait pas si c'est parce qu'on a lu Proust ou parce qu'on sait ce que Proust en a dit qu'on croit que le temps passe plus lentement là-bas, ou si c'est parce que le temps passe plus lentement là-bas, que Proust a écrit ce qu'il a écrit et que nous-mêmes avons ce sentiment. Un sentiment que tout le monde pourra à présent partager dans un musée consacré à Marcel Proust et à la Belle Époque, une villa du temps retrouvé. La vraie vertu de ce musée qui peut montrer des images, des textes, des lieux replongés aussi dans une atmosphère qui était celle de la Belle Époque, la vertu de ce lieu, c'est de tout simplement donner, d'éveiller la curiosité de n'importe qui pour la recherche du temps perdu, plus encore que pour Cabourg. Rien ne me prédestinait à entrer au panthéon des capitales romantiques internationales. Et pourtant, mes soupirants m'ont offert une place à part sur la carte du tendre. Une place que j'entends bien conserver encore longtemps.
Comment il s'appelle votre fils? Julien. Je vais l'appeler Bob, Il est c'est en plus court. formation, il n'a pas pu venir. J'ai mis Bob, bisous. Oh, c'est Hein? super. Voilà, Merci. de rien. Allez, à gauche, s'il vous plaît.